Monde numérique. Et je pense que c'est ce qui est intéressant dans le marché brésilien, c'est qu'il est finalement assez similaire au marché américain ou au marché européen en termes d'acteurs, en termes de technologie, en termes d'approche, mais il est sur certains aspects, et on aura l'occasion d'y revenir, beaucoup plus avancé, beaucoup plus moderne. On a l'impression que les Brésiliens ont parfois sauté une étape, se sont retrouvés directement sur du mobile et sans passer par l'étape desktop. Sur du paiement aussi, on sauté certaines étapes. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est pour pas mal d'entreprises finalement un laboratoire, et un laboratoire avec 210 millions d'habitants, donc un laboratoire assez sympa pour tester des choses. Bonjour Daniel Topper. Bonjour Jérôme. Ravi de te rencontrer, de faire ta connaissance ici au Web Summit de Rio. Tu diriges au Brésil l'antenne d'une entreprise française qui s'appelle Primelis et tu vis donc depuis très longtemps au Brésil, c'est ça ? Oui, exactement. Je suis français. J'habite au Brésil depuis 12 ans. J'ai eu l'occasion de venir dans un cadre d'expatriation pour une entité e-commerce du groupe Casino à l'époque. Et depuis maintenant 6 mois, entre-temps, je suis passé par d'autres entreprises. Et depuis maintenant 6 mois, je lance effectivement la filiale brésilienne d'une martech française qui s'appelle Primelis. Qu'est-ce que c'est Primelis exactement ? Quel est votre business ? Alors Primelis a déjà une quinzaine d'années, est présente principalement en France et aux États-Unis. Et notre business, c'est d'aider les entreprises qui investissent déjà beaucoup en ligne à faire ça mieux. Donc on a différentes approches, mais principalement une approche qui consiste à joindre du conseil et des technologies pour permettre aux marques de dépenser moins et d'éviter de la cannibalisation qui peut souvent se produire entre des canaux organiques, des canaux payants, des canaux comme des marketplaces. Donc on les aide à se développer de manière plus rentable. À organiser la communication, la visibilité de manière smart, on va dire. À éviter les silos qui apparaissent dans la plupart des grandes marques, où vous avez une équipe qui gère le trafic organique, une équipe qui gère la vente sur Amazon, une équipe qui gère le payant. Ouais. Chacun va vouloir raconter ses propres indicateurs et montrer que tout fonctionne. Et nous, on aide justement à réellement aider à montrer à ces entreprises où se trouve le chiffre d'affaires incrémental plutôt que le chiffre d'affaires qui serait de toute façon intervenu sans investissement. D'accord. Alors, c'est la 4e édition de ce Web Summit qui se déroule à Rio. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un salon qui prend de l'importance selon toi ? C'est un salon qui prend beaucoup d'importance. Je ne suis pas venu aux éditions précédentes. J'ai fait d'autres salons internationaux comme le South Summit. Mais on voit cette tendance de plus en plus importante de grands salons mondiaux de venir soit à São Paulo, soit à Rio, soit à Porto Alegre dans le cas du South Summit. Parce que le marché ici est énorme, parce que c'est un marché important pour les multinationales comme Meta, comme Google, Nvidia et d'autres, qui sont d'ailleurs assez présents ici. On les voit partout là, hein. Il y a tous les stands, en fait, tous les grands noms de la tech sont ici. Exactement. Et je pense que c'est ce qui est intéressant dans le marché brésilien, c'est qu'il est finalement assez similaire au marché américain ou au marché européen, en termes d'acteurs, en termes de technologie, en termes d'approche, mais il est sur certains aspects, et on aura l'occasion d'y revenir, beaucoup plus avancé, beaucoup plus moderne. On a l'impression que les Brésiliens ont parfois sauté une étape, se sont retrouvés directement sur du mobile et sans passer par l'étape desktop. Sur du paiement aussi, on sauté certaines étapes. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est pour pas mal d'entreprises finalement un laboratoire, et un laboratoire avec 210 millions d'habitants, donc un laboratoire assez sympa pour tester des choses. Un joli marché en perspective. Tu parlais du paiement, on pense à l'application Pix, hein, c'est ça qui est vraiment une réussite. Ils ont réussi avec ça à booter les Américains hors du territoire. Alors c'est un sujet très chaud. Déjà, je vais me permettre de te corriger. Le Pix, c'est pas une application, c'est plus une infrastructure. D'accord. Une infrastructure de paiement. Aujourd'hui, le Pix est utilisé par 80% de la population brésilienne. Donc système de paiement par QR C'est un code. système de paiement instantané, gratuit, et qui se fait soit par QR code, soit par un lien qui peut être votre numéro de téléphone, qui peut être votre email, qui peut être une clé gérée de manière instantanée. Et l'avantage, c'est que c'est gratuit. Donc ça passe pas par l'infrastructure des cartes bancaires, Visa, Mastercard, etc. C'est instantané, c'est extrêmement fiable, et ça permet à toute une population qui n'avait pas forcément accès au système bancaire de se retrouver avec sur son téléphone la possibilité de recevoir des paiements, de faire des paiements. Et toutes les banques sont interconnectées via le Pix. Et aujourd'hui, le Pix, pour vous donner une idée, on parle de 250-300 millions de transactions par jour. Ah oui. Donc c'est des énorme. milliards de transactions par mois. C'est extrêmement robuste. Et beaucoup de couches ont été ajoutées. Donc au départ, c'était simplement, entre guillemets, de la transaction instantanée, gratuite et accessible à tous. Mais aujourd'hui, on a du Pix qui peut être programmé. On a du Pix qui peut être
parcellés, comme on dit ici. Donc en fait, c'est des installments, c'est du paiement en plusieurs fois via du Pix. Et le crédit, Pix, en quelque sorte. C'est presque du crédit, c'est presque du crédit, avec un risque très limité. Ouais. Et en parallèle de ça, le Pix est très utilisé sur le e-commerce parce que ça permet aux e-commerçants d'éviter les taxes qui sont assez élevées lors des paiements bancaires, d'éviter la fraude aussi. Le Pix arrive instantanément sur le compte de l'e-commerçant et du coup ça permet souvent aux e-commerçants d'offrir des discounts aux consommateurs en échange d'un paiement par Pix qui est instantané, fiable et gratuit. Ça paraît formidable ça, parce qu'en plus c'est vraiment une initiative brésilienne. Donc la Banque centrale. Voilà, la Banque centrale, souveraineté numérique. Ouais. Quand on sait que nous en France, là, on est en train de réaliser on est pieds et poings liés avec Visa, Mastercard, etc. Effectivement, ça fait rêver. Il y a d'autres... Ça génère de la friction d'ailleurs. Récemment, pas mal de sujets sont apparus entre le Brésil et les États-Unis au niveau diplomatique parce que Visa, Mastercard se plaignent de l'impact qu'a le Pix sur leur activité. Et du coup, ça devient un sujet... Un peu gonflé, quand même. Je ne vais pas me prononcer. Mais ça devient effectivement un sujet politique, diplomatique, parce que le Pix est une arme stratégique et effectivement totalement brésilienne. Et le Pix est en train d'être exporté, d'ailleurs, la technologie est en train d'être exportée dans certains autres pays, au Canada, dans des pays d'Asie, etc. Parce que c'est un vrai cas de succès de connecter 210 millions d'habitants de manière gratuite, instantanée à une infrastructure de paiement. Ça pourrait arriver en Europe, selon toi ? Je pense que ça pourrait arriver en Europe. On l'a vu via des applications qui ont fait ça de manière privée. Mais l'avantage du Pix, c'est qu'il connecte automatiquement tout le réseau bancaire. Donc on n'a pas besoin de créer un compte en plus. On n'a pas besoin d'être dépendant d'une application. Donc oui, je pense que ça pourrait arriver en Europe. Après, il faut évidemment une volonté politique au niveau français ou au niveau européen pour mettre en place cette infrastructure. Bon, nous, on essaie de maintenir les Américains à distance. Donc on va peut-être pas ouvrir la porte aux Brésiliens, aussi sympathiques soient-ils. Non, mais je pense que le Pix pourrait être source d'inspiration pour un Pix européen. Ouais. Au-delà de ça, comment est-ce que tu vois la tech ici au Brésil ? Tu disais que c'est un pays qui a un peu grillé des étapes. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il est en avance ou malgré tout, il y a encore des retards ? Je ne sais pas, l'intelligence artificielle, ça se passe comment ? Alors, je pense que l'intelligence artificielle, c'est encore un peu le point d'interrogation parce que c'est très récent. Ce qu'on voit, c'est que l'adoption des outils comme les outils de ChatGPT, d'OpenAI, d'Anthropic, etc., est très élevée au Brésil. Ils sont présents ici, d'ailleurs. Oui, ils sont tous présents ici. Ils ont tous des plans qui sont accessibles avec des monnaies locales, etc. Donc, il y a une vraie adoption initialement qui a été faite par les équipes de développeurs dans les entreprises et petit à petit par le grand public. Google a testé assez vite toutes les fonctionnalités de AI Overview, les raccourcis AI qui sont en train ou qui n'ont pas encore été déployés en France, sont déjà présents au Brésil et avec un gros impact pour les consommateurs. Il n'y a pas de restrictions, par exemple Apple, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas vraiment de restriction. Alors qu'il y a une législation qui est assez forte, qui s'est en partie inspirée pour certaines choses d'ailleurs de la législation européenne. En termes de protection des données, il y a l'équivalent du On a exactement RGPD. L'équivalent. On a le LGPD ici, donc c'est la Lei Geral de Proteção de Dados, la loi générale, c'est l'exact équivalent. Et il y a aussi une ébauche, ou une espèce de AI Act, donc pour l'IA. Oui, alors ça c'est encore à l'état d'embryon. Je ne sais pas quand est-ce que ça va passer, sous quelle modalité, mais effectivement ça c'est des sujets sans doute un peu plus embryonnaires. Mais ce qu'on voit, c'est des premières startups, des premières licornes en fait, qui commencent à apparaître sur les AI. Récemment, il y a une startup qui s'appelle Hunter AI qui a été valorisée plus d'$1 milliard au Brésil, une startup brésilienne avec des capitaux brésiliens et américains et qui permet de digitaliser, pas de digitaliser, mais d'utiliser les AI pour résoudre tout ce qui est procès, contentieux, et toute la partie juridique en fait. Et ça c'est un modèle qui est en train de se répliquer sur d'autres secteurs, sur la partie finance, sur la partie RH. Donc il y a des énormes entreprises AI qui sont en train de naître au Brésil, qui ont déjà quelques années, mais qui font maintenant des valorisations de plusieurs milliards de dollars. Est-ce qu'il y a un écosystème d'ingénieurs est-ce qu'il y a des investisseurs aussi pour les startups ? Ça c'est une éternelle question. Alors il y a beaucoup d'investisseurs brésiliens. Il y a des fonds de venture capital, des fonds de private equity, etc. Donc il y a un écosystème aujourd'hui qui est évidemment pas de la taille en termes de moyens de celui des États-Unis, mais qui n'a pas à rougir par rapport à des écosystèmes européens. Donc il y a des très gros fonds maintenant qui sont présents au Brésil et qui ont de la visibilité même à l'international. Et on a des fonds d'investissement principalement américains qui investissent aussi dans des startups brésiliennes. Donc il y a de la liquidité, il y a des beaux cas de succès. Je pense que l'enjeu c'est plutôt pour ces entreprises qui lèvent beaucoup d'argent de savoir quel est
la prochaine étape, est-ce que c'est une introduction en bourse au Brésil? Et malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. D'accord. Ou est-ce que c'est une introduction en bourse aux États-Unis? Et là, la barrière est un peu haute. Donc, je pense que c'est le principal enjeu pour ces entreprises-là qui ne veulent pas se faire forcément racheter par des concurrents internationaux, mais qui veulent se développer et trouver de la liquidité. Alors toi, tu fais partie de la French Tech, hein, c'est ça, Exactement. la French Tech de Sao Paulo. Ouais. Voilà, donc tu as une vision un peu de tout cet écosystème. Il y a des Français qui réussissent en tech au Brésil? Il y en a. Alors, la French Tech au Brésil, elle existe depuis longtemps. Elle a été, avant que la French Tech n'existe d'ailleurs, on avait une amicale des entrepreneurs français de São Paulo. Et ça a évolué rapidement vers le label officiel French Tech. Donc aujourd'hui, São Paulo et par extension Rio sont des villes qui sont labellisées French Tech officiellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois par mois, on organise un rassemblement assez informel, hein, c'est une sorte d'happy hour entre les entrepreneurs qui sont liés à l'écosystème French ou Tech au Brésil. Donc ça peut être des Français, ça peut être des Brésiliens qui ont étudié en France, ça peut être voilà, tout ce qui est lié à des entreprises qui ont trait à la France et à la technologie. Et on a aussi un événement 2 fois par an, un ce soir lors du Web Summit et un à São Paulo qui est une sorte de sommet de la French Tech. D'accord. Et tu as en tête quelques réussites, quelques pépites qui ont décollé? Oui, alors il y a plusieurs licornes qui ont été fondées ou cofondées par des Français. Une entreprise dans laquelle j'ai eu la chance de travailler qui s'appelle Logi, qui fait de la logistique du dernier kilomètre, qui a été valorisée il y a quelques années plus de $2 milliards, et qui justement permet aux e-commerçants d'atteindre les clients dans toutes les régions du Brésil en un jour ou deux, en utilisant de la technologie, en utilisant des algorithmes qui permettent d'optimiser les routes de livraison. Il y a aussi une start-up qui s'appelle Daki, qui fait de la livraison express en une quinzaine de minutes. Et contrairement à la plupart des autres startups de ce segment, qui a survécu et qui reste valorisée comme une licorne. Et après, il y a aussi des filiales de licornes européennes comme Blablacar, comme Deezer, etc., qui sont présentes au Brésil. Et comme alors Primelis, on est présent au Brésil. On n'est pas encore une licorne, mais quelques centaines de millions de valorisation, donc on n'en est pas très loin. Comment est-ce que tu vois les différences ou aussi les similitudes entre le Brésil et la France? Il y a un axe franco-brésilien, je crois que c'était l'an dernier, le Brésil était l'invité d'honneur de Vivatech, si je ne me trompe pas, ou l'année d'avant peut-être? Parce que l'an dernier, c'était l'année de la culture et de l'amitié France-Brésil. Voilà. Donc dans les deux sens, il y a eu beaucoup d'événements. Donc il y a des connexions. Qu'est-ce que tu vois comme fait marquant, et ne serait-ce qu'au niveau de la mentalité, des usages de la tech, c'est quoi? Alors, déjà, le Brésil, c'est un pays qui est très accueillant, et sans rentrer évidemment dans des clichés et des généralités, mais c'est un pays d'immigration, d'accueil, où il y a cette culture d'intégrer des nouveaux arrivants. Oui, il n'y a pas de méfiance. Non, il n'y a pas de méfiance. La communauté française au Brésil est très importante. D'accord. Et la France est très appréciée par les Brésiliens. Malgré quelques succès en Coupe du Monde qui n'ont pas ça arrive. Mais la France est très appréciée par les Brésiliens. Et il y a effectivement beaucoup de passerelles, que ce soit des passerelles universitaires, des échanges entre HEC, la FGV et tout un tas d'autres écoles. Des passerelles aussi diplomatiques, évidemment, et une certaine proximité culturelle. On est 2 pays finalement relativement latins. Ouais, en termes de mentalité, selon toi, c'est compatible? C'est très compatible. On a l'impression. Je vois pas de point de friction particulièrement. Je pense que le Brésil est bien plus proche de la France qu'il ne l'est des États-Unis, par exemple. Donc il y a une. Moi, je suis là depuis à peine quelques jours et je ne connaissais pas. C'est la première fois que je viens et j'ai l'impression que c'est très carré, quoi. Tout est assez bien organisé. De la sécurité pour entrer dans un salon comme ça, à l'hôtellerie, au transport, etc. Mais il y a un gros problème aussi, malgré tout. Il reste un gros problème de criminalité, d'insécurité, etc. C'est une réalité. Ouais, alors c'est effectivement un pays de contraste. Ouais. Donc c'est un pays qui est à la fois qui concentre quelques millionnaires, milliardaires au Brésil. Donc il y a effectivement une classe riche qui est très aisée, qui va voyager à l'international, etc. Et il y a évidemment des inégalités très fortes, beaucoup de pauvreté. Je pense qu'à Rio, on le voit particulièrement parce que les favelas sont littéralement au milieu de la ville. Donc c'est assez un pays de contraste, un pays qui a des défis assez structurels liés à la logistique, liés à tout ce qui est
fiscalité de manière générale, qui C'est-à-dire a essayé de mettre en place des barrières protectionnistes avec plus ou moins de succès. Okay. La fiscalité au Brésil est très complexe. C'est un pays fédéral, donc chaque État a ses propres règles. Si vous faites du commerce avec tel État ou avec tel autre, la politique de fiscalité va différer selon où est situé votre entrepôt, quel type de marchandises vous envoyez, etc. Donc il y a un gros business pour tous ceux qui aiment la fiscalité ici, et ça bouge en plus en ce moment. Donc il y a quelques barrières entre guillemets à l'entrée pour un Français qui arrive et qui se dit ah bah tiens, je vais appliquer ma TVA et puis ça va être facile. Non, ici il y a un peu plus de subtilité. Mais une fois qu'on a compris les quand on est Français, on n'a pas peur de la fiscalité. Non, on n'a pas peur. On est rodé. Exactement. Mais ici c'est un niveau au-dessus. Ouais. Je reviens un instant sur la question de l'insécurité, de la criminalité. Oui, beaucoup de pauvreté qui engendre tout ça. Également de narcotrafic, qui est une réalité. Est-ce que c'est un handicap lourd ou bien on fait avec, quoi. Moi j'ai été impressionné par une chose quand même à Rio. Toutes les résidences, que ce soit des villas, des immeubles, etc. Tout est ultra sécurisé. Il y a des gros portails, du contrôle biométrique, des caméras partout. Alors du coup, il y a la police partout dans les rues. Ouais. Alors du coup, on n'est pas forcément confronté à la criminalité, mais on sent qu'elle est présente, il y a cette menace. Oui, la criminalité existe, évidemment. Après, comme tu le disais, ça génère aussi tout un écosystème et tout un business de la sécurité, etc. Donc, encore une fois, sans nier la réalité de la criminalité, je pense qu'il y a quand même un business qui crée une sensation de panique, notamment pour quelqu'un qui connaît pas le pays. C'est bon pour le business, quoi, finalement. C'est bon pour certains business, évidemment. Et c'est pire qu'avant ou ça s'est amélioré ? Alors, je pense qu'à Rio, à São Paulo, etc., la tendance s'améliore. Okay. Disons que les crimes graves, quand on regarde les statistiques de mortalité, etc., sont pas foncièrement différents de beaucoup d'autres mégalopoles. En revanche, tout ce qui est vol de téléphone portable à la tire, etc., ça c'est des choses qui arrivent. Et quand on vient d'ailleurs, on nous faut faire attention. Voilà, il y a plein de recommandations. On nous dit surtout vous ne sortez pas vos téléphones portables dans la rue. Mais peut-être pour te donner une idée, en 12 ans ici, je me suis fait une fois voler mon téléphone en attendant un taxi. Bon, ça aurait pu arriver à Paris. Ça pourrait arriver à Paris, tout à fait. Mais effectivement, faut être un peu plus prudent. Et ici, il y a une criminalité cyber aussi qui est très, très active. D'accord. Le Brésil est parmi les pays où les hackers sont les plus à la pointe, avec la Russie notamment. Et donc du coup, on se méfie aussi parce qu'une fois qu'on se fait voler son téléphone, le téléphone est transmis à des personnes en quelques minutes qui arrivent à rentrer dans les applis bancaires, à faire des virements. Ça, c'est un peu le revers de la médaille du Pix, même si le Pix a justement aussi mis tout un tas de couches de protection pour éviter ce genre de choses. Et malgré toutes les sécurités qu'il peut y avoir, malgré toutes les de biométrie, etc. Les hackers sont très très forts ici. C'est pas simplement l'appareil, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est plutôt ce qu'il y a derrière même. Bon, je t'ai emmené un peu au-delà de la tech et au-delà de la French Tech, mais c'est vrai que c'est intéressant. On a encore quelques minutes. Est-ce que tu conseillerais à des entrepreneurs français de venir tenter leur chance au Brésil ? Alors oui, la réponse en un mot, ce serait oui. Pour nuancer, je pense qu'il faut être assez résilient. C'est un marché qui, comme tu le vois, est relativement complexe, qui n'a pas attendu les entrepreneurs français pour se développer. Donc très certainement, si vous avez une techno en France, elle a déjà son concurrent ou une alternative ici. Donc l'enjeu, c'est de trouver le bon positionnement, d'être assez résilient et de ne pas se dire, tiens, j'ai quelque chose qui marche en France, je vais faire un copier-coller et ça va marcher au Brésil. C'est plus compliqué que ça, il faut s'adapter à la réalité du marché qui est différente et être prêt à être relativement patient pour que ça prenne forme. Et après, dans la réalisation, etc., on peut trouver des financements locaux, on peut... Alors, pour une boîte française, je pense que l'idéal, c'est d'avoir des financements européens ou français, notamment par les effets de taux de change, etc. Mais oui, il y a des financements locaux, que ce soit des financements institutionnels, des aides, etc., qui sont à disposition. Merci beaucoup, Daniel Topper de la société Primelis. Donc, merci de nous avoir fait découvrir de manière rapide et hyper précise en même temps la tech au Brésil à l'occasion de ce Web Summit 2026. Bienvenue, Jérôme, merci. Merci. Un petit mot en portugais pour finir ? Obrigado a todos. Obrigado, c'est le seul mot que je connais. Merci. C'est le principal. Okay. Merci.